Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Devenir un super dad. Aujourd'hui, mon invité inspirant est nul autre que Patrick Leroux. Je dis en fait nul autre parce que j'ai comme l'impression que je l'ai stalké au courant des dernières années sur les médias sociaux en regardant son processus. Je te lance des éloges présentement, c'est vraiment inspirant ce que tu fais. Puis le but du podcast, en fait, je le répète, comme qu'on le disait hors d'onde, c'est d'apporter en fait des invités inspirés qui vont être inspirants pour vous, pour partager l'envers de la médaille, que ce soit entrepreneurial, sportif, dans peu importe quel domaine, pour qu'on puisse être capable, en fait, de normaliser la communication, les discussions ouvertes et vulnérables et transparentes des défis que des hommes, que des pères peuvent rencontrer afin de vous apporter des trucs, des conseils applicables dans votre vie, vous également. Donc, Patrick, un gros merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci de m'inviter, c'est très apprécié. Yes. Pourrais-tu juste commencer en quelques instants, te présenter pour que les personnes qui nous écoutent puissent savoir qui tu es? Avec plaisir. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, là, je suis 100% d'accord avec toi. Ce qu'on voit sur les médias sociaux, souvent, c'est les succès des gens. C'est ce que les gens vont montrer. Eh bien, il y a l'arrière-scène également. Puis j'aime beaucoup des entrevues comme je fais avec toi, où on peut parler justement, là, des fois, on s'est planté, on s'est relevé. C'est souvent ça qui inspire plus les gens que juste de parler de ses bons coups. Rapidement, je me présente. Moi, je suis conférencier professionnel depuis 1996. Donc, ça va faire près de 30 ans que je fais ça. C'est Tony Robbins, d'ailleurs, qui m'a inspiré. Dans un moment, je te dirais, de désespoir, quand j'avais 17-18 ans, j'ai même pensé m'enlever la vie. Ma tante Huguette m'a donné des livres de motivation pour m'aider à me relever. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a transformé. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Je me suis parti en affaires très tôt. J'ai eu plusieurs petites entreprises. J'ai fait un bac en marketing à l'Université du Québec à Montréal. J'ai étudié à Amsterdam 6 mois, puis je voulais aller apprendre l'anglais là-bas. Mais je n'étais pas à ma place à l'université. J'ai toujours su que j'étais un entrepreneur dans l'âme. J'ai même travaillé 2 ans chez Coca-Cola au sortir de l'université en vente et marketing. Mais rapidement, j'étais fait pour l'entrepreneuriat. Donc, depuis ce temps-là, je travaille à mon compte et j'ai commencé à faire des conférences tout jeune. J'avais 25 ans environ et j'en ai fait plus de 2000-2500 à travers le monde. Intronisé au Temple de la renommée des conférenciers professionnels du Canada. Le deuxième après Jean-Marc Chaput, c'est une grosse fierté pour moi parce que c'est un de mes mentors, Jean-Marc. Je pense qu'il est venu à 4 de mes lancements de livres. Là, j'ai publié une dizaine de bouquins. Et il y a une dizaine d'années, j'ai fait un tournant, un virage vers l'entrepreneuriat en ligne parce que j'étais tout le temps parti. Alors, j'ai 2 belles grandes filles. Je les ai eu tard, 37-38 ans, avec ma femme Pénélope, qui est aussi coach en ligne. Alors, quand elles étaient tout petites, j'étais tout le temps sur la route. C'est ça le désavantage d'être un conférencier, c'est que tu es tout le temps parti, tu vas coucher à l'hôtel, une conférence d'1 heure, tu es parti 24-48 heures. Fait que j'étais devenu un père absent, malheureusement. Puis je suis arrivé chez nous un soir, puis ma fille a refusé que je la prenne dans mes bras, elle me boudait, tout simplement. Puis évidemment, ma femme a vu mon désarroi, puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse un changement, un pivot, et que je fasse en sorte que mon expertise, je la vende pas juste sur le stage, mais que je puisse la vendre en ligne. Fait qu'il y a une dizaine d'années, je suis devenu coach en ligne surtout. Aujourd'hui, je fais encore des conférences, peut-être moins de 10 par année plutôt que 100 ou 120 par année. J'aime beaucoup ça encore. C'est juste le voyagement que j'aime moins. Là, mes filles sont de plus en plus autonomes, sont plus vieilles, sont rendues à 16 et 17 ans, donc ça me dérange moins de partir. Mais c'est un peu mon parcours. Puis aujourd'hui, j'ai un programme qui s'appelle Renaissance. J'aide des gens qui ont plus de 50 ans, qui veulent prendre une retraite ou une semi-retraite pleine de sens, de plaisir et de liberté. Puis je m'amuse avec ça. Je suis semi-retraité moi-même. Je travaille 15-20 heures par semaine et je m'amuse en ligne parce que j'aime ça. Et j'ai le temps de faire des loisirs que j'aime, comme la moto, par exemple. C'est ma passion numéro 1 dans la vie. Le tennis, j'aime ça faire du bateau, j'aime ça faire du vélo. Je me suis acheté un vélo électrique. Ma femme et moi, on adore ça. Bref, petit résumé de qui je suis. Super. J'aimerais ça, en fait, qu'on creuse un peu dans le enlightenment, potentiellement, que tu as eu, parce que c'est drôle, mais je partage la même histoire que toi. À l'âge de 17 ans, j'ai perdu mon père. Puis c'est ça, en fait, qui, plusieurs années plus tard, m'a apporté, en fait, à créer le mouvement des super dads. Mais à ce moment-là, j'étais perdu. J'avais l'impression également que l'école, ça me donnait pas vraiment de sens à la vie. Je vois un peu de sens au niveau des sports, mais j'avais beaucoup de difficultés. Puis lorsque j'ai perdu mon père, ça m'a porté dans une dépression profonde, dans des problèmes de consommation, d'alcool, de drogue, et ainsi de suite. Je me morfondais vraiment dans ma situation. Puis c'est comme on en parle souvent, là, les problèmes apportent les problèmes. Il faut en parler, il faut y faire face, mais des fois, quand on fait juste se morfondre sur les problèmes de notre situation, ça prend tellement de place dans notre état d'esprit que ça nous apporte à peut-être prendre les mauvaises décisions, à même rester là-dedans ou même s'enfoncer encore plus profondément. C'est drôle parce que c'est également un livre de Tony Robbins que j'ai lu plusieurs années plus tard, en fait aux alentours de 19 ans, qui m'a apporté à sortir de cette situation-là. Un de mes amis, il y a Denis qui était psychologue, il dit Patrick, il dit quand ça va pas bien, là, quand tu es dans le chenoute, tu es dans la merde, toute ta vie, là, si tu broies du noir, là, il dit ce que tu dois faire, comme tu viens de mentionner, c'est d'en parler. Puis les hommes, souvent, sont orgueilleux puis ils n'osent pas en parler. Plus que tu en parles, mieux que tu vas te sentir. Lui, l'analogie qu'il a utilisée, puis je vais toujours m'en souvenir, là, il dit c'est comme si tu prends trop de boissons,
qu'est-ce que tu vas faire à un moment donné? Tu vas te faire vomir, tu vas te sentir bien après. Fait que juste le fait d'extérioriser, de parler de ces problèmes, déjà, là, t'enlèves un poids sur tes épaules, puis t'es vers la guérison. Mais de garder ça en dedans, renfermer, puis moi, je suis un super dad, je suis un super homme puissant, puis j'ai pas de problème, puis je pleure pas, c'est une des pires choses que tu peux faire. Donc, il faut savoir montrer sa vulnérabilité puis aller chercher de l'aide. C'est super important. J'aimerais ça, en fait, que tu approfondisses sur, si tu as le désir de le faire, sur qu'est-ce qui est arrivé, en fait, là, dans ton adolescence, qui t'a porté, en fait, à tomber un peu dans cette phase dépressive. J'avais 17 ans, on déménageait plusieurs fois quand j'étais jeune. Mon père était dans la construction. C'était un électricien, ma mère était à la maison, tout ça. Fait qu'on déménageait souvent. Je pense que j'ai déménagé 12 fois quand j'étais jeune. Fait que je me faisais quand même rapidement des nouveaux amis parce que je jouais au hockey. Mon frère, 2 ans plus jeune que moi, jouait au hockey aussi. Fait qu'on était tout le temps dans les arénas. Fait que moi, c'était le centre de mon univers. C'était mes chums de hockey. Puis c'est à peu près tout ce que j'avais, là, parce que des amis à l'extérieur de ça, j'en avais pas beaucoup. Alors, en secondaire 4, j'arrive à Longueuil, on était à Québec à l'époque, à l'école Villante, Jacques Rousseau, et je me rappelle, là, les élèves, ça l'envoyait chier les profs, là, c'était vraiment, j'arrivais d'un petit collège privé à Lévis, là, où c'était des prêtres qui enseignaient, là, c'était un gros clash, et on est en demi-finale de division, on joue contre le bleu, blanc, rouge de Brassard, je me rappelle, non, moi je jouais pour le Select de Longueuil, Bantam 2A à l'époque, et j'ai pris 2 mauvaises punitions durant la partie, qui ont coûté 2 buts. Et on a perdu, la saison était terminée. Et le coach me fait un speech incroyable, m'a humilié entre la 2e et la 3e période. Il m'a mis dehors de l'équipe. Il m'a dit que j'étais un lâche, j'étais un traître, j'étais un sans-cœur. Il m'a vraiment rabaissé devant les seuls amis que j'avais. Il m'a dit d'aller me déshabiller, d'aller dans les douches. Puis en 3e, on n'a pas remonté, on a perdu. Et j'avais un sentiment de culpabilité énorme. J'étais certain que c'est de ma faute. Je viens de me faire rabaisser, humilier devant les seuls amis que j'avais par une personne d'autorité, mon coach. Alors, je me sentais comme de la merde. Et dans l'auto, en s'en retournant à la maison, j'étais assis en arrière avec mon frère à côté de moi, mon père était en avant. Puis j'ai dit à mon père, je dis, qu'est-ce que tu penses que le coach a fait? Il m'a mis dehors de l'équipe. Puis il m'a regardé dans le miroir, puis il me dit, il a bien fait, c'est à cause de toi qu'ils ont perdu. J'aurais fait la même chose à sa place. Il me dit quelque chose dans ces mots-là, là. Puis à ce moment-là, j'ai pensé disparaître. C'est là que j'ai dit, aïe, aïe, je me fais rabaisser, humilier devant mes seuls chums. Deux figures pour moi, tu as des idoles, mon père, mon coach, qui me rabaissaient. Alors, quand tu as 17 ans, tu n'as pas beaucoup d'estime de toi-même, ben la solution facile, c'est de t'en aller. Alors, j'ai pensé à m'en aller à cette époque-là. Et c'est là que ce qui a changé ma vie, c'est que ma mère a parlé à ma tante Huguette puis mon oncle André, qui était dans Amway, du marketing de réseau à l'époque, et qui était beaucoup dans le développement personnel. Puis il a dit, Patrick, il ne file vraiment pas. Fait que ma tante Huguette, elle m'a donné 50 livres de développement personnel. Je regarde les livres qui sont derrière toi, là. Donc, des livres sur le développement personnel qui ont transformé ma vie. Puis encore, je gagne ma vie avec ça aujourd'hui, là, parce que j'avais pas de repères, j'avais pas d'idole. Personne dans ma famille était à l'université ou il y a personne d'entrepreneur et tout ça. Fait que là, j'avais pas de modèle, je te dirais. Et alors, ces livres-là m'ont appris à croire en moi, à me fixer des objectifs, à se dissocier de l'opinion des autres. D'avoir des rêves, des projets, hein, tout l'aspect automotivation, de bien s'entourer, hein, de s'entourer des gens qui sont positifs. Donc, c'est toutes des valeurs que j'ai transportées avec moi et qui m'ont inspiré à partir en affaires très tôt. J'ai parti une business je vendais des boxer shorts puis des parapluies dans un marché aux puces à Carignan, ça arrive sud à 17 ans. À 18 ans, j'avais une entreprise de triporteurs avec un chum. On a eu 104 employés durant un été où les triporteurs de crème glacée allaient vendre de la crème glacée durant les feux d'artifice puis dans les parcs et tout ça. Bref, j'ai commencé à l'université très jeune. J'ai commencé en affaires très jeune. Par la suite, j'étais à l'université parce que je me suis dit, garde, je vais me donner le plus d'avancement possible. J'ai même étudié à Amsterdam pour apprendre l'anglais. Mais c'est correct. Puis même mes filles vont probablement y aller à l'université aussi. Mais moi, j'étais un entrepreneur dans l'âme. Le seul cours où j'ai eu un A+, je pense, à l'université, il y avait un cours sur l'entrepreneuriat. Donc, j'étais vraiment fait pour ça. J'ai travaillé 2 ans chez Coke par la suite, mais encore une fois, je savais que j'étais fait pour travailler à mon compte. J'ai parti une petite business de machine à bonbons pendant que j'étais chez Coke. Mon boss me sacrait dehors. Imagine-toi, que j'avais une business à bonbons. Il dit, tu peux pas faire ça sans m'en parler. Je dis, ben regarde, ça fait pas mon travail. Au contraire, même quand je mets une machine à bonbons, ben, les gens boivent plus de Coke parce qu'ils ont soif. Bref, j'ai dû me retourner de bord. J'avais une quinzaine de machines quand je me suis fait mettre à la porte. Et en dedans de 3 mois, j'avais 300 machines distributrices et je gagnais autant d'argent que chez Coke. Sauf qu'au lieu de travailler 55 heures par semaine, je travaillais 5 heures par semaine. Et étant donné que j'étais capable de gagner ma vie avec ça, ben là que j'ai commencé à développer ma carrière de conférencier professionnel. En fait, j'avais peur de parler au public. C'était une peur bleue pour moi que de parler en public. Fait que j'ai pris des cours chez Dale Carnegie, chez Toastmaster. Et Dale Carnegie en premier, Toastmaster par la suite. C'est là que j'ai commencé à faire des conférences. Puis après 3 ans environ, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, à faire plus d'argent comme conférencier que comme vendeur de bonbons, j'ai vendu mes machines distributrices de bonbons à mon père qui, lui, a pris sa retraite d'électricité à l'âge de 51 ans, je crois. Puis moi, j'ai commencé, depuis ce temps-là, je suis conférencier professionnel. Ouais.
J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur l'impact que le discours que ton père a eu sur toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis, tu sais, j'en parle beaucoup, en fait, que mon père était comme mal outillé, mal équipé. En fait, lui, c'est un immigrant qui est arrivé de la Roumanie. Il commençait sa vie adulte, puis il a décidé de partir dans le but d'offrir un meilleur futur à sa future famille que lui avait eu par le passé. Puis mon père, il ne me voulait pas de mal, il me voulait que du bien, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été bien outillé, en fait, pour devenir le père qu'il aurait dû être, qu'il aurait pu être également, puis ça m'a grandement affecté également. Pendant longtemps, j'en ai voulu. Tu sais, puis je gardais une haine à l'intérieur de moi, une frustration. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ci? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça? Puis plusieurs années plus tard, j'ai comme réalisé, il n'y a pas vraiment de formation, d'outils d'information, pour devenir un bon père, ou même qu'est-ce que c'est un bon père. Là. Ce que tu dis là, beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès ont vécu ça. Ont vécu une espèce de conflit avec leur paternel, puis ils disent, gars, je vais y prouver au bonhomme que je suis capable, puis ils ont très bien réussi professionnellement. Puis j'ai vécu la même chose que toi, puis pendant plusieurs années, j'en ai voulu secrètement à l'intérieur par rapport à cet événement-là, entre autres, par rapport au fait qu'à toute fois que j'avais un projet, il me disait que je rêvais en couleur, voyons donc, ça ne marchera pas, pour qui tu te prends? Parce que lui, il n'avait pas l'esprit d'entrepreneur. Avec moi, que je prenne des risques comme ça, puis dans le fond, il faisait ça pourquoi? Il voulait me protéger, parce qu'il m'aimait. Mais il était maladroit, il n'était pas capable de me le dire. Puis moi, je pense qu'un père, tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as eu. Puis si je regarde mon grand-père, qui est décédé il y a quand même assez longtemps, lui, il était tough en tabarouette. Puis moi, mon père ne m'a jamais dit, quand j'étais jeune, puis là, il le fait, là, c'est le fun, il est capable de le faire, mais il ne m'a jamais dit « je t'aime ». Ça ne se faisait pas. Lui, là, il ne s'est jamais fait dire ça par son père non plus. Donc, à un moment donné, tu as un bagage, tu fais du mieux ce que tu peux avec ce que tu as eu. Et c'est là que tu réussis, puis c'est là que tu réussis à pardonner. Puis moi aussi, j'ai pardonné après quelques années. Je dis, gars, il a fait du mieux qu'il a pu. Il n'a pas fait ça parce qu'il voulait me protéger dans le fond, parce qu'il m'aimait. C'est pour ça qu'il a agi comme ça, parce qu'il n'était juste pas équipé, il n'avait pas l'éducation, il n'a pas eu un bon modèle lui également. Fait qu'à un moment donné, tu prends conscience de ça, puis tu as à peu près 100 livres ses épaules qui s'en vont. Fait que je pense que comme père, comme tu dis, il n'y a pas de manuel nécessairement. Tu apprends sur le tas, mais je pense qu'il n'y a pas un père qui est mal intentionné, là, même si on est maladroit des fois. Là, ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut le mieux pour nos enfants. Comment est-ce que tu dirais que ça t'a influencé à devenir le père que tu es aujourd'hui, le fait d'avoir vécu cette histoire-là un peu avec ton père, toi, par le passé? Une des choses que je fais, moi, je dis, je t'aime à mes filles à tous les jours, tous les matins avant qu'ils partent à l'école ou quand ils reviennent le soir, on se fait des câlins parce que je ne l'ai pas reçu. Fait que ça, c'est une chose qui m'a influencé à le faire. Je pense que c'est important de le faire. Mais sinon, mon père, c'était un homme extraordinaire. Là, je l'adore, je le respecte, mais c'est juste qu'il n'y avait pas ce côté-là à l'époque. Aujourd'hui, il l'a développé en vieillissant. C'est le fun à voir aussi. Là. Mais dans ce sens-là, ça m'a inspiré à être là proche de mes filles. Mais tu sais, la relation qu'un père a avec ses enfants, puis la relation qu'une mère a avec ses enfants, c'est pas pareil. C'est pas le même rôle. Puis j'avais un souper, j'étais allé déjeuner avec ma fille Jade, justement. Elle a dit à mes parents l'autre fois, elle dit, moi, papa, des fois, je trouve que je le vois pas assez. Là, comme, ça m'a fait de quoi, là, c'est sûr. Pourtant, je travaille à la maison, tu sais. Mais tu sais, quand elle vient, ses amis est occupée, fait que c'est vrai qu'on jase 2-3 minutes, mais là, je dis, on va aller déjeuner ensemble. On a pris 2 heures, on était déjeuner ensemble, on a jasé, tout ça, puis j'ai expliqué à Jade, j'ai dit, tu sais, ma relation que j'ai avec toi et ta sœur Kim, c'est différent de celle que maman. Maman est plus proche des émotions, le day-to-day. Tu sais, papa, lui, il est là, puis lui, s'il sait que vous avez un toit, vous êtes bien nourri, vous allez à l'école privée, vous avez des bonnes notes, vous avez choisi des bons chums, vous êtes en santé. Si vous avez ça, ben moi, je considère que mon rôle de père, je fais bien là, ma job. Mais je peux comprendre que, surtout des filles, ils ont besoin plus d'affection puis de relations, tout ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu ne te sentes pas comme ça? Ben, de se faire des dates un peu plus souvent comme ça. Fait qu'à toutes les 2-3 semaines, aller déjeuner ensemble pendant 2 heures puis parler un peu plus profondément, c'est quelque chose qu'on va faire dorénavant, ouais. Absolument. Ben, je pense que c'est bien de poser la question puis de savoir, parce que normalement, que ce soit des enfants ou des femmes, n'importe qui, vont nous dire quelque chose, mais ce n'est pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent dire ou vont avoir une certaine réaction. Mais si on n'ose pas, en fait, ouvrir cette discussion-là, puis je sais que c'est un peu le même principe avec mon père. Des fois, j'avais certains réflexes, ou même lui en avait, puis la discussion se fermait là. Automatiquement, les attentes ou la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'elle n'était pas mise de l'avant, on ne s'entendait jamais vraiment de la bonne manière. Je veux revenir sur un point que tu as dit, parce que tu as dit en fait que tu avais 2 idoles plus jeunes, potentiellement que tu en as eu d'autres. C'est ton coach de hockey, puis c'est ton père également. Tu dis en fait que ton père, sa réaction lorsque il y a 2 buts qui ont été scorés parce que tu as pogné 2 punitions en deuxième période, il t'a donné un peu ce discours-là. Je serais curieux de savoir
Parce que moi également, mon père, c'est un idole pour moi, même si je savais que c'était pas la meilleure version qu'il aurait pu être. Oui, puis à l'époque, là, on se rappelle, on n'avait pas l'Internet, les médias sociaux. Fait que nous autres, là, notre entourage, là, c'était mon coach, mon père, c'est les deux figures paternelles que je voyais le plus souvent. Aujourd'hui, il y a les médias sociaux, puis il y a plein de gens qu'on suit, puis qu'on peut trouver de l'inspiration. Mais à l'époque, là, c'était pas mal la seule personne avec qui j'avais des contacts là, comme figure paternelle. Ouais. Puis pourquoi est-ce que ton père, c'est un idole pour toi? Ben, pour tous les petits gars, là, tous les petits gars, mon père, c'est un gars hyper travaillant, c'est un gars qui est droit, qui est honnête, c'est un gars qui est à sa place quand que les gens ont besoin d'un conseil financier ou réparer n'importe quoi. Moi, je suis pas manuel comme lui, n'importe quoi, là, il va le réparer, tu sais. Fait que mon père, c'est une personne que beaucoup de monde aime, respecte, puis moi aussi. Fait que, tu sais, mon père était plus dur, ma mère était plus émotive. C'est un peu le rôle habituellement que les parents ont. Fait que moi, j'ai toujours eu du respect pour mon père. Même, je me rappellerai toujours, je sais pas, je dérive un petit peu, là, mais moi, j'ai toujours voulu, quand j'ai commencé à lire des livres de motivation, de développement personnel, puis d'avoir des rêves, tout ça, j'ai dit, moi, je veux pouvoir me permettre plus que mes parents. Parce que mes parents ont fait beaucoup de sacrifices, il faut dire ça aussi. Tu sais, mon frère joue au hockey, puis ça coûte de l'argent à jouer au hockey. Puis mon père était électricien, ma mère a travaillé à la maison, Manel a eu une garderie, mais tu sais, il faisait pas des gros salaires. Puis tout l'argent qu'il y avait d'extra, c'était pour le hockey. Fait qu'ils ont fait énormément de sacrifices. Puis moi, comment j'ai commencé à lire tout ça, je disais, moi, je veux être capable d'amener mes enfants dans le sud, par exemple, l'hiver. On faisait pas ça quand on était jeune. On a resté souvent en appartement aussi. J'ai déjà partagé la chambre avec mon frère. J'ai dit, j'aimerais ça pouvoir donner plus peut-être à mes enfants que mes parents étaient, puis ils faisaient le maximum qu'ils ont eu. Mes parents, ils n'ont pas à l'école, là, ils n'ont pas le secondaire 5. Là, puis, mais fait que là, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai voulu être policier. Parce que j'ai dit, en étant policier, en moins de 2 ans, je vais faire plus d'argent que mon père gagne par année. J'ai été refusé finalement à l'école de police, puis tant mieux parce que c'est un milieu tellement négatif. Puis aujourd'hui, je fais une carrière qui est l'opposé de ça, où ce que je parle de motivation, développement personnel, pour avoir des rêves puis des buts. Là. Mais je me rappelle de cette réflexion-là que j'ai voulu être policier pour faire plus d'argent que mon père rapidement. C'est niaiseux, hein? C'est comme ça. Fait que, oui, on idolise quelqu'un, mais à quelque part, il y a une espèce de petite compétition aussi des fois que les enfants peuvent avoir, surtout un gars avec un père par rapport à la réussite. Puis moi, je pense qu'un père, ben, tu dois être fier. Même si tes enfants font plus d'argent que toi puis réussissent plus que toi, tu n'es pas en compétition. Il faut que tu sois fier de leur succès. Fait que pour ça que j'avais un clash aussi. À toute fois que j'avais un projet, une idée, puis ben lui, il me mettait des breaks, des freins, puis il me disait que ça n'avait pas de bon sens parce que lui, il ne se voyait pas réussir ça. Alors moi, je ne savais pas comment j'étais pour le réussir, mais tu sais, j'étais inspiré, fait que je voulais le faire. Fait que j'ai dit, gars, je vais y prouver, puis moi, je vais réussir à faire plus que lui au bonhomme. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'en ai plein. Tous mes amis, des entrepreneurs. Ils ont toute une histoire un peu similaire à la tienne et à la mienne. Ou à un moment donné, ils ont un conflit avec la paternelle, puis ils ont voulu se prouver. Et donc, il faut le prendre du côté positif, puis tant mieux, ça nous a inspiré à travailler fort et à avoir du succès professionnellement. On doit souvent, en fait, puis on le voit tous les jours, il y a des pères de famille qui viennent vers nous dans le but de se remettre en forme, de prendre soin de leur santé. C'est quasiment la motivation que Tony Robbins fait souvent référence au pain pleasure, comme quoi, si on a besoin d'avoir un peu de souffrance, même plus de souffrance, ben plus qu'on a... La souffrance motive plus au changement. Exactement. Je suis curieux de savoir un peu comment est-ce que toi, tu as vécu le changement de mindset avec le développement personnel. J'ai vécu une histoire similaire, puis dans les débuts, lorsque j'en parlais avec mon entourage, avec ma famille, c'était beaucoup, en fait, mais c'était tabou, en fait. C'était parce que c'est mal compris qu'est-ce que c'est le développement personnel. On parle des fois, en fait, de la loi de l'attraction, que c'est un éveil spirituel. Puis ça crée une grande barrière d'accessibilité au développement personnel. Comment est-ce que lorsque tu as entamé un peu de ton éveil ou ton introspection, puis tu as commencé à faire de la lecture, tu avais tante et oncle qui étaient un peu dans ce domaine-là, fait que peut-être que ça a été un peu plus facile, mais quels sont les challenges et défis que tu as rencontrés avec ton entourage? Le plus gros challenge, le plus gros défi, là, c'est la responsabilisation. C'est pour ça que les gens n'aiment pas ça, entendre parler de ça. Parce que tu leur mets leur caca d'en face. C'est tellement plus facile de blâmer quelqu'un plutôt que de se regarder dans le miroir. Tu sais, je te disais, juste avant de commencer tantôt, il y a un mentor qui m'avait dit, quand tu pointes quelqu'un du doigt là, pour blâmer tes problèmes, mais t'en as 3 qui te reviennent d'en face. C'est là que tu devrais regarder. C'est le genre de truc que j'ai découvert et que j'ai appris à l'âge de 17 ans, justement. Fait que là, c'est de se regarder dans le miroir, puis si ça va pas bien dans ma vie, là, c'est de ma faute. C'est pas à cause des gouvernements, c'est pas à cause du patron, non, c'est ta faute. Puis tant que tu n'acceptes pas ça, puis tant que tu continues à blâmer les autres pour tes malheurs dans ta vie, eh bien, désolé, ça ira pas bien.
Fait que là, pour ça que les gens ont beaucoup de difficultés, parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter leurs responsabilités pour les résultats qu'ils obtiennent dans la vie. Puis 99% de ce qui nous arrive dans la vie, là, ben, c'est de notre faute. Puis ça, le temps que tu n'as pas accepté ça, ben, tu t'en vas droit dans un mur. Fait que c'est pour ça que quand on parle de développement personnel, on parle beaucoup de responsabilité personnelle et la responsabilité de nos choix, nos actions. On parle de faire des efforts supplémentaires. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça faire des efforts, ils veulent la facilité. Fait que le développement personnel, oui, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses preuve de discipline. Tu sais, tu parles d'alimentation puis d'entraînement dans ce que vous faites. Tu sais, si tu veux avoir un corps en santé, ben ça prend de la discipline. Il faut que tu fasses ce que tu dois faire, même quand ça ne te tente pas. Alors, quand tu dis ces choses-là, ben, il y a des gens qui, OK, oui, ils entendent, mais quand ils arrivent pour le faire, ben, ils sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas la discipline pour le faire. Et donc, tu les remets un peu face à eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que les gens n'aiment pas ça. Mais les gens qui ont la discipline, qui ont des objectifs, qui ont des projets, qui s'entourent des bonnes personnes, qui prennent la responsabilité pour leurs actes, qui font des petits projets pour augmenter leur confiance en soi, qui persévèrent malgré l'adversité, bien, ces gens-là, généralement, ils ont du succès à bien des égards. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à prendre la responsabilité. Je pense que ça commence là. Est-ce que c'est plus difficile en 2025 que ce l'était en 2005, en fait, de se responsabiliser? Puis si oui, pourquoi? Je ne sais pas si c'est plus facile ou non en 2025. Je sais qu'on a beaucoup plus de modèles aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilités. Si on regarde la technologie, les médias sociaux, l'intelligence artificielle, je veux dire, on vit dans une période absolument extraordinaire. Moi, j'aurais aimé ça être né à la période qu'on a aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, mes premières formations, là, j'imprimais des feuilles de papier. Puis j'allais mettre ça dans un stationnement de gens coutus dans les pare-brises d'auto là, pour que les gens viennent me voir en conférence. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, médias sociaux. On vit à une époque. Je donne un webinaire jeudi, je vais avoir plus de 1000 personnes qui vont être inscrites, qui vont m'écouter. Là. Je suis dans le confort de ma maison chez nous. Là. J'ai des gens de partout, même en Europe, qui vont être là puis ils vont m'écouter par rapport à la conférence que je donne sur prendre sa retraite en Floride sans se ruiner. C'est incroyable. Je veux dire, on vit à une époque fantastique, comme tu dis, les médias sociaux, là, ceux qui chialent là-dessus, là, c'est parce que tu ne suis pas les bonnes personnes. Là. Moi, je suis les gens qui m'inspirent, ces médias sociaux. Parce que je vois dans mon fil d'actualité, c'est des gens qui m'inspirent, qui me motivent, qui m'apprennent des choses qui sont intéressantes. Fait que moi, j'apprends à tous les jours grâce à ça. Donc, on n'avait pas ça avant. Fait que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir du succès, je trouve, puis de se responsabiliser, oui, que c'est sûr que si tu choisis d'écouter les nouvelles à tous les soirs avant de te coucher, puis tu te lèves le matin, puis tu lis le journal, 95% des nouvelles, ils ont fait des études, là, 95% des nouvelles, c'est du négatif. Fait que si tu es branché avec du négatif le matin, puis tu es branché avec le négatif le soir avant de te coucher, c'est sûr que ça va affecter ton moral, puis tu vas avoir le goût de blâmer tout le monde par rapport à tes insuccès. Fait que ça, c'est des choses qu'on apprend dans le développement personnel. De choisir ce que tu lis, de choisir ce que tu écoutes, de choisir avec qui tu entretiens des relations. C'est hyper important. Fait que, oui, c'est plus facile, mais c'est facile aussi, hein, les algorithmes, la façon qu'ils sont faits. Si tu écoutes quelque chose de négatif, 3-4 affaires, il va t'en proposer d'autres. Fait que là, tu t'en viens dans une spirale descendante. Mais c'est une responsabilité personnelle. Fait que ça ne change pas. Il y a 25 ans pour aujourd'hui, c'est responsable. Oui, c'est facile également de se perdre. Dans le flux constant d'informations, puis tu penses que c'est positif, mais finalement, c'est peut-être plus négatif, puis on le sait que le négatif, ben, ça parle plus, ça fait plus parler, donc ça vend plus. Ouais. Exactement, puis là, on est apporté à en consommer davantage les algorithmes, comme tu l'as dit. Oui, c'est les nouvelles, mais c'est également notre téléphone cellulaire qui, lui, va mettre dans notre visage, qu'est-ce qu'on va consommer davantage. On est responsable. On est responsable ultimement d'activer nos notifications, on est responsable d'aller ou de ne pas aller, comme des médias sociaux comme X, là, puis Twitter, moi je ne vais pas là-dessus du tout. Là, c'est du garbage. C'est incroyable. Fait que tu as le choix. Il y a des gens qui chassent ces médias sociaux. Parce que c'est toi qui choisis ce que tu écoutes, ces médias sociaux. L'algorithme, il te fournit ce que tu écoutes, puis ce que tu aimes, puis ce que tu likes, puis ce que tu commentes. Fait que commence à suivre des gens que tu aimes, puis commence à liker, puis à commenter des commentaires positifs. C'est ça que tu vas voir dans ton feed. Fait que, on est responsable. Ça, c'est difficile à accepter pour bien des gens. J'aimerais revenir en fait sur l'entrepreneuriat parce que tu as dit très tôt dans ta jeune vie, tu as découvert l'entrepreneuriat, tu as découvert en fait que tu avais une fibre entrepreneuriale. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs. Le débat est un peu comme mitigé. Il y a des personnes qui se disent absolument moi j'ai toujours été entrepreneur ou moi je ne l'ai jamais été. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, fait la différence entre une personne qui a la fibre entrepreneuriale, la personne qui ne l'a pas, la personne qui va avoir du succès en entrepreneuriat? Ben, je ne peux pas te dire vraiment là, ce qui fait qu'une personne l'a ou l'a pas. Je ne peux pas te dire non plus si c'est inné ou non. Moi, j'ai 2 filles. Jeanne, ma plus vieille, définitivement qu'elle l'a.
Tu vois ses réactions, sa façon de penser, puis son chum, il l'est aussi. Puis là, ils ont gagné une bourse d'études. Ils ont été faire un stage, ils étaient passés à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Là. Il fallait qu'ils soumettent leur candidature, puis c'est une des expériences les plus transformatrices qu'elle a vécues dans sa vie. Puis elle s'enligne pour probablement les HEC, business, puis avoir une business un jour, puis d'être libre, de choisir son horaire, d'être son boss. Aussi, les entrepreneurs, il y a bien des gens, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. On s'est fait taper sa tête quand on était jeune, puis on s'est dit, hey, il n'y a plus personne qui va me taper sa tête, puis c'est moi qui va décider. Fait qu'on n'aime pas ça se faire contrôler notre temps. Fait que si t'aimes, pour toi, la liberté, c'est important, t'aimes pas ça de faire dire à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, quand tu prends tes vacances, bien, l'entrepreneuriat, c'est pas juste faire de l'argent, là, parce qu'il y a bien des entrepreneurs qui gagnent moins d'argent que s'ils étaient salariés. C'est surtout une question de liberté. Fait que je pense que c'est un des plus gros facteurs. Si pour toi, la liberté, c'est important, bien, l'entrepreneuriat va t'appeler grandement là, d'être ton boss. Ça, c'est un facteur important. Maintenant, c'était quoi ta deuxième partie de ta question? C'était? En fait, c'était ça, mais je veux chevaucher sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut donc en déduire que des personnes qui ne sont pas entrepreneurs ne désirent pas la liberté? Non, pas du tout. Il y a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneuriat. Là. Il y a la prise de risque. Il y a des gens, là, moi, j'ai écrit un livre, là, ça s'appelle les 4 styles de personnalité. Là, c'est un e-book, là, les rouges, les jaunes, les bleus, les verts. Puis regarde, il faut y aller. Moi, je suis un rouge-jaune. C'est mon type de personnalité. Mais les gens qui sont verts et des bleus, c'est des gens qui sont en aversion au risque. Les autres, il y a la stabilité, la sécurité, tout ça. Souvent, ils vont se syndiquer, ils vont se mettre derrière un groupe. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, pas du tout, là. Puis c'est correct. Puis il n'y en a pas un, en passant des 4 styles de personnalité, qui est meilleur qu'un autre. On a toutes nos qualités, puis on a tous nos défauts. Il s'agit de respecter qui on est et de faire un travail qui nous rend heureux par rapport à nos valeurs et notre style de personnalité. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste que selon ton style de personnalité, comme moi, je regarde ma fille Jade, comme je te disais, la plus vieille, qui est une fille entrepreneuriale, Kim, qui est plus jeune un peu, elle, je pense pas qu'elle s'enligne vers l'entrepreneuriat. Elle n'a pas le même style de personnalité. Puis c'est bien correct. Puis moi, je vais les encourager, peu importe ce qu'ils choisissent de faire, mais je vais les encourager de faire surtout quelque chose qu'ils aiment. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Tu ne fais pas quelque chose, puis moi, je l'ai fait là, souvent, là, faire quelque chose pour l'argent. Tu sais, quand tu es jeune, tu es un jeune coq, tu es ambitieux, on va faire ça, ça va être payant, tout ça. Mais après 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te tannes parce que tu n'as pas la passion. Fait que soit que j'abandonnais mes entreprises, soit que je les vendais. Okay? Fait qu'il ne faut pas faire quelque chose juste pour les sous, il faut le faire parce que tu as un sentiment de satisfaction qu'à faire ce que tu fais. Fait que moi, là, peu importe ce qu'ils vont choisir, je vais les encourager, mais c'est important qu'ils fassent des bons choix. Puis, mais je pose des questions comme parent, je peux me père, c'est ma responsabilité. Je dis, OK, tu penses faire ça, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Je vais te poser des questions. Si tu choisis telle avenue, tu pensais que tu vas travailler les soirs, les fins de semaine. As-tu pensé que, puis là, ouais, je n'avais pas pensé à ça. Je dis, OK, mais si tu n'es pas prêt à faire ça, ben garde, n'envisage pas ce métier-là. Fait qu'on a un rôle comme père, je pense, que de leur poser des questions, leur faire réaliser des choses qu'ils ne voient pas tout de suite à leur âge, mais ultimement, tu veux que ton enfant fasse quelque chose qu'il aime et qui est épanoui. C'est de comprendre, en fait, là, tu l'as très bien mentionné, c'est de comprendre 2 aspects, ses traits de personnalité. Parce que si c'est une personne qui a une aversion au risque, ben c'est sûr qu'ultimement, l'entrepreneuriat va peut-être pas être aussi facile, puis ça va t'apporter de l'anxiété, et ainsi de suite. Puis par la suite, c'est de trouver sa passion. Parce qu'on peut, si tu es aussi passionné par un nouveau projet que tu ne l'es pas par un ancien projet, clairement que tu vas peut-être pas mettre les efforts nécessaires ou continuer à persévérer, même si tu as les traits de personnalité pour devenir un entrepreneur. Puis parler d'entrepreneuriat, je serais curieux de savoir c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés à travers, en fait, ton parcours entrepreneurial. Le plus grand défi, ça a été personnel. Le fait que, justement, j'étais tout le temps parti. Au niveau personnel, j'ai décidé d'avoir des enfants assez tard. Avant 35 ans, je n'étais pas vraiment prêt. Je rencontre la bonne personne. Ça va faire 20 ans là, qu'on est ensemble, Pénélope et moi. On a une super belle complicité. Fait que quand j'ai rencontré Pénélope, je dis OK, c'est elle, ça va être la mère de mes enfants, c'est la personne idéale pour moi. Et donc, à 37-38 ans, j'ai eu mes enfants, mais j'étais encore dans ma période où j'accomplissais des choses, je me réalisais, puis je voulais le titre de Certified Speaking Professional, je voulais le titre de Speaking Hall of Fame. Fait que tu dois faire des critères. En tout cas, c'est comme là, je voyageais, j'avais du succès, j'ai des business. Puis là, une année, c'est que tu n'es plus là. J'étais pas là, j'étais tout le temps parti comme conférencier. Fait que moi, ça a été un gros challenge. Je disais, hey, il faut que je ralentisse, il faut que j'arrête de faire ce que j'aime le plus au monde, être conférencier, pour passer plus de temps avec ma famille, les gens qui sont les plus importants pour moi. Fait que moi, ça a été un gros challenge pour moi. Puis j'ai eu une période de transition pour apprendre comment je faisais pour vendre mon expertise en ligne puis la business en ligne. Ça a commencé en fin automne 2011, je te dirais. En 2012, un an plus tard, j'ai lancé mon programme de formation en ligne qui s'appelait Succès Limité à l'époque. Je me rappelle, j'ai fait 99 500 $ en une semaine avec le lancement. J'avais mis 6 mois, 1 an quasiment à travailler et à apprendre comment ça fonctionnait. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été comme, OK, je peux quand même
générer pas mal d'argent sans être tout le temps parti. Fait que là, graduellement, j'ai commencé à faire de moins en moins de conférences, à faire plus de business en ligne. Et moi, ça a été un gros défi, un gros challenge. Mais sinon, quand je te l'ai dit tantôt, mais je n'avais pas à parler en public. Tu sais, je travaillais chez Coke, j'avais des bons résultats. Mon coach, mon directeur des ventes, il dit, OK, demain, Patrick, 55 vendeurs, c'est toi qui fais le speech. C'est toi qui es le meilleur vendeur. Tu vas leur dire comment tu fais. Elle oublie ça, pas capable de dormir, stressé, nerveux. Moi, j'avais aucune confiance en moi pour parler en public, je bafouais. Et suite à cette expérience-là, vu que j'avais de l'ambition, je me suis dit, hey, moi, si je vais avoir de l'ambition, puis je vais être boss un jour, puis tout ça, il va falloir que je vais avoir des employés, il faut que j'apprenne à m'exprimer devant les gens, sans gêne, tout ça. Fait que là, j'ai fait des recherches, puis là, je suis tombé sur les cours d'Al Carnegie. Fait que je suis allé voir mon boss, j'ai dit, regarde, c'est 12 semaines le cours, ça coûtait 1250 $ à l'époque. Je dis, est-ce que tu peux me payer ça? Il dit, c'est en lien avec ton travail, tu parles de leadership, apprendre à s'exprimer, puis ouais, je t'ai vu parler l'autre fois, puis tu as eu de la misère. J'ai dit, OK, je te le paye. Si tu réussis le cours, je te le paye. Fait que c'était ça le deal chez Coke. On avait le droit à 2000 $ par année si on prenait un cours en lien avec nos fonctions, puis on le réussissait, ils nous remboursaient. Fait que je prends le cours et par la suite, c'est devenu une piqûre. J'ai joint le club Toastmaster. Fait que là, je fais un discours à tous les semaines, discours improvisé, des discours préparés. Et là, je me suis dit, écoute, je peux-tu en vivre de ça? J'aime ça, tu sais. Puis là, évidemment, il n'y avait aucun conférencier qui avait 24-25 ans. Il y a juste Tony Robbins que j'avais comme exemple, qui lui avait commencé très tôt à faire des conférences. Mais la plupart des conférenciers, c'est des gens qui ont mon âge aujourd'hui, 55, 60 ans. Fait que là, j'ai commencé à faire des formations sur la vente. Puis pendant les quasiment 10 premières années, c'est ce que je faisais. C'était des formations d'une journée, 2 jours, des demi-journées, c'était sur la vente. Puis là, j'injectais de la motivation là-dedans. Puis une année, j'ai commencé à faire vraiment des conférences de motivation, 45 minutes, 60 minutes. Là, je rouvre puis je ferme des congrès, 500, 1000, 1500 personnes. Donc, c'est ce que c'est un peu mon parcours que j'ai eu. Mais oui, ça a été difficile pour moi de passer par-dessus le fait qu'il fallait que j'apprenne à parler en public. Donc, des obstacles, je veux dire, t'en vis plein dans ta vie. T'en vis plein. Au niveau personnel, au niveau professionnel, l'idée, c'est de passer par-dessus tes peurs, puis c'est de passer à l'action. C'est la seule façon d'outrepasser une peur. Puis souvent, ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Fait que l'information, aller chercher, aller voir des gens, aller rencontrer des gens, lire, s'informer, aller ChatGPT, c'est incroyable. Moi, je l'utilise plusieurs fois par jour. Tu sais. Plus que tu connais d'informations sur un sujet, moins ça te fait peur. Plus que ça va t'aider à passer à l'action. Oui. Puis la différence, c'est ça, entre savoir et avoir, c'est l'action que tu vas prendre face aux connaissances que tu disposes. Puis une autre différence que je trouve qui est importante, c'est la différence entre l'échec et le succès. C'est encore d'apprendre des échecs que tu as vécus. Fait que ça nous apporte à réaliser que si la seule manière d'avoir du succès, c'est d'apprendre des erreurs, des échecs qu'on a rencontrés, derrière chaque échec se cache une petite pépite d'or. L'analogie que j'avais entendue, c'est que, tu sais, une échelle, là, les barreaux, là, c'est les échecs que tu as eus. Pour te rendre en haut, là, ça te prend des barreaux, ça te prend des échecs. Puis à un moment donné, tu arrives en haut, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est de ne pas répéter les mêmes échecs 2-3 fois. D'apprendre de ces erreurs, là, c'est tout à fait normal aussi. Puis moi, un de mes mentors, c'est Brian Tracy, que j'ai eu très jeune dans ma vie. Puis il m'avait dit une chose qui avait changé ma vie. Quand je me suis fait mettre dehors de chez Coke, parce que moi, j'avais l'idée de partir de chez Coke, parce que je n'étais pas fait pour être travaillé salarié, là, me lever à 5h30 du matin, puis partir à 5h30 le soir, puis me faire regarder avec des gros yeux, là, même si j'étais le meilleur vendeur, je n'étais pas fait pour ça. J'étais fait pour faire mon horaire, tout ça. Et puis quand je me suis fait mettre dehors, tout ça, comme ça a été une claque d'en face. Puis là, je suis tombé sur Brian Tracy qui me dit, c'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? Quand tu vis de l'adversité, puis c'est le temps de prendre une décision, puis tu as un changement, puis ça te fait peur, puis c'est normal. Mais pose-toi la question, c'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? Puis dans mon cas, je me suis dit, regarde, je pars à mon compte, je monte mes machines distributrices, puis si ça ne marche pas, là, le pire qui va m'arriver, là, c'est que je vais aller voir Pepsi, puis c'est sûr qu'ils vont m'embaucher. C'est le meilleur vendeur chez Coke. C'est vrai. Fait que moi, ça m'a rassuré dans ma décision. Évidemment, je ne suis jamais retourné travailler pour quelqu'un dans ma vie, mais n'importe quelle décision que vous voulez prendre, puis j'en parle souvent à mes filles des fois, ils me disent, ouais, mais si, je dis, OK, Jade, c'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? Là, des fois, tu anticipes le pire, puis tu réalises que le pire n'est pas si pire, puis ça t'aide à passer à l'action. Oui. De prendre une feuille de papier, je le dis tout le temps à mes clients, trace une ligne dans le centre, à la verticale. D'un côté, c'est quoi le mieux qui va t'arriver, le pire qui va t'arriver. Puis ça vient nous rassurer parce qu'on vit beaucoup dans l'anxiété quand que notre cerveau, il roule comme un petit hamster. Parce qu'on ne s'arrête jamais, en fait, pour vraiment réfléchir au pire des scénarios. Puis derrière chacune des pires situations, des pires défis que j'ai rencontrés, il y a tout le temps eu du positif parce que je me suis assis pour réaliser qu'est-ce qu'il y en était. Je veux qu'on parle, en fait, de un sujet que, moi, ça m'interpelle parce que je suis un peu dans cette situation-là. Ça fait 9 ans que j'étais avec ma conjointe. Elle a fini ses études en dermatologie au courant de la prochaine année. Puis, je me suis longtemps posé la question, est-ce que je suis prêt à devenir père? Tu as dit tantôt, je n'étais pas 100% prêt. Il fallait que je trouve la bonne personne, bien sûr. Quels étaient les critères, de ton point de vue, que
tu devais cocher pour te dire « je suis prêt à devenir père ». OK. Moi, je ne voulais pas recommencer. Puis bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand on est avec quelqu'un. Fait qu'il faut que je pense qu'il faut que tu trouves une personne qui matche avec ton style de personnalité puis qui est prête à t'accepter comme tu es. Et de ton côté aussi, puis moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même, parce que moi, je suis un rouge, j'attire des vertes comme type de personnalité. Souvent, nos meilleurs amis sont le même type de personnalité que nous. Donc, moi, mes chums, c'est des rouges jaunes. Puis le conjointe, par contre, c'est souvent des personnalités qui sont opposées à soi. Puis c'est correct. Les valeurs sont pareilles, mais types de personnalités sont différents. Fait que moi, j'ai souvent tiré des vertes dans ma vie. Puis là, maintenant, après 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai eu plusieurs relations qui ont duré 1 an ou 3 ans avant de rencontrer Pénélope. Ça ne marchait plus. Puis je comprenais pas. Je comprenais pas mes partenaires de vie. C'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas comme moi. Fait on a tendance on veut que tout le monde soit comme nous, mais quand tu réalises que les types de personnalités ils ont des qualités puis ils ont des défauts qui viennent avec, ben ça vient ensemble. Fait que quand par exemple, les verts, ils ont tendance, j'avais une blonde qui est enseignante, à chialer tout le temps contre le système, le prof, le syndicat, ses horaires, elle chialait tout le temps. Puis moi, là, ça me pesait, là. Puis elle faisait rien, là. Elle faisait juste chialer. Un rouge, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On trouve une solution. Exactement. Puis elle était dans un système où elle ne pouvait pas sortir, elle avait un fonds de pension, tout ça, puis elle n'était pas heureuse, tout ça. Fait que moi, ça me pesait. Puis des fois, on finissait par se laisser à cause des affaires comme ça parce que je n'aimais pas l'attitude de la personne. Mais quand tu réalises qu'une verte ou un vert, ça a besoin de stabilité, de sécurité, tout ça. Puis oui, ça fait de l'anxiété, tout ça. Puis quand tu réalises que ça vient avec ça, tu acceptes plus facilement ça. Puis tu n'essayes pas que les autres soient comme toi. Fait que moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même pour comprendre les 4 types de personnalité, pour faire en sorte que, regarde, si je t'ai tiré vers une verte, ben ça vient avec ça, puis deal avec. Fait que c'est trouver quelqu'un qui t'accepte comme que t'es, puis qui n'essaye pas de te changer, puis toi, tu n'essayes pas de changer la personne non plus. Puis c'est un des problèmes que la plupart des couples ont, c'est qu'ils essaient de changer un et l'autre à un moment donné. Non, ça ne marchera pas. Fait que moi, la liberté, c'était hyper important. Fait que trouver une femme qui acceptait le fait que la liberté, c'est une des valeurs les plus importantes pour moi. Hein, c'est pour ça que je suis entrepreneur. Faire mon horaire, me faire dire quoi faire. Moi, je suis comme quelqu'un qui est contrôlant, là, qui veut, tu sais, une Germaine, par exemple. Moi, je ne serais pas capable d'avoir ça dans ma vie. Fait que quand j'ai trouvé le bon type de personnalité qui va avec moi, ben, je dis OK, let's go. Je vais te raconter une anecdote. Un moment donné, elle va me porter à l'aéroport, Pénélope, puis elle conduit sur la 520 pour aller à l'aéroport d'Orval, puis elle ralentit, tu sais, puis c'est tout à moi qui conduis habituellement, mais là, elle allait me porter à l'aéroport. Là, je dis, pourquoi tu ralentis? Elle dit, j'ai un araignée qui vit dans mon miroir d'à peu près 1 mois, puis là, je l'ai trop vite, puis là, l'araignée était pour partir au vent, fait que j'ai ralenti pour que l'araignée, elle rentre à l'arrière. J'ai dit, je la marie, cette femme-là, c'est la femme de ma vie et ça va être la meilleure mère. Tu sais, elle ne fera pas de mal à une mouche, elle ne fait pas de mal à un araignée. C'est juste une petite anecdote pour te dire que c'est comme ça que j'en suis venu à la décision que oui, c'est avec elle que je vais avoir des enfants, puis ça va être la meilleure mère possible pour mes enfants. Puis elle me complétait. Tu sais, il y a des choses que moi, je n'ai pas, puis qu'elle a absolument extraordinaire. Fait que c'est un peu comme ça que j'en suis venu à choisir ma femme. Fait que tu ne seras jamais 100% certain, mais si tu trouves quelqu'un là, qui correspond à ce que tu veux, puis qui te respecte dans qui tu es, puis qui n'essaie pas de te contrôler puis de te changer, ça risque de fonctionner. Puis là, tu as parlé beaucoup en fait de Pénélope, ta conjointe. Toi, en tant qu'individu, pour devenir prêt à être père, est-ce que tu aurais pu être plus prêt, moins prêt? Comment est-ce que tu sais ta dynamique avant de devenir père? Il fallait que je trouve la bonne personne. Avant mes 35 ans, je te disais que j'étais beaucoup dans la carrière. Tu sais, j'avais le condo à l'île des Sœurs. J'étais jet set un peu, l'auto décapotable. J'étais dans le plaisir beaucoup. Vivre ma jeunesse et tout ça. J'ai acquis un peu plus de maturité un peu plus tard que la moyenne des gars, je te dirais. Tu sais, il y a des gens qui se casent, là. Ma mère avait 20 ans, mon père avait 22 ans. Il était très jeune, là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vécu ça. J'étais pas tout simplement prêt. J'avais pas rencontré la bonne personne. Et tu sais, j'ai eu des blondes 3 ans, je disais, j'aurais-tu des enfants avec elle? Puis là, il y avait tout le temps une petite, pas sûr. Fait que si c'est pas sûr, c'est pas la bonne, tout simplement. Puis avec Pénélope, même avec elle, on a commencé à sortir ensemble 3-4 mois. Puis là, je n'étais pas certain parce que j'avais encore le goût de vivre, profiter de la vie. Fait qu'on s'est laissé 2-3 mois. Puis là, je dis non, OK, là, c'est la bonne. Là, puis je suis rendu là dans ma vie. Puis je ne trouverai pas une meilleure personne que ça. Oui, il va toujours en avoir des plus belles filles. Mais ça prend beaucoup plus que la beauté physique là, pour une relation. Fait que je dis OK, go, on y va. Puis ça n'a pas été long. Quand on a pris la décision, là, elle est tombée enceinte, je pense, 4-5 mois plus tard. Bon, un œuf clair, une fausse couche. Puis finalement, Jade est née, je pense, 1 an et demi, 2 ans plus tard. Mais oui, je l'ai su que c'était la bonne. Puis même elle me disait que quand elle me rencontrait, elle l'a su quasiment tout de suite aussi que j'étais le bon partenaire pour elle. Fait que c'est impossible d'être prêt à 100%. À un moment donné, il faut que tu plonges aussi. Ça, c'est une autre chose que j'ai appris aussi. Tu sais, comme à un moment donné, tu dis, c'est impossible. Il n'y a pas de garantie.
Mais Mhm. quand tu as quelqu'un, tu te sens bien. Tu sais, les gens qui chicanent souvent, on chicane quasiment jamais, ça chicane une fois ou deux par année, puis le lendemain, c'est fini. Les gens qui se pognent tout le temps, là, ben ça, c'est un signe que tu ne serais peut-être pas la meilleure personne pour avoir des enfants. Tu sais, moi, j'ai des amis là, qui sont séparés. Là. Tabarouette, c'est incroyable l'enfer qu'ils vivent. Tu as l'ex, la belle famille de l'ex, puis là, elle reste là, puis elle ne veut pas que tu déménages là parce que les enfants, il faut qu'elle aient l'école là. C'est comme, t'es mieux de trouver la bonne personne. Parce que de se séparer avec des enfants, des belles familles, puis ça te restreint énormément dans ta liberté. Fait que vaut mieux attendre, oui, que de prendre la première sur le bord et dire OK, on fait des enfants. Puis comment est-ce que tu as évolué lorsque tu es devenu père? Tu as parlé un peu du switch, la business qui est devenu en ligne plus tard en Ouais, 2011. quand Je mes me filles trompe pas. avaient 2-3 ans, ouais. OK. J'aimerais ça, en fait, que tu m'expliques ce qui a changé dans ta business, dans ton mode de vie, lorsque tu es devenu père. Encore une fois, père, c'est pas comme une mère, c'est différent. T'sais, la mère est là, elle porte le bébé, elle l'allaite, elle est très, très. Le père, lui, tant que tu n'as pas des discussions avec tes enfants, c'est pas pareil. Tant que tu peux. Nous autres, les pères, là, quand les enfants commencent à jaser puis qu'on commence à on commence plus à réaliser qu'on est père, je te dirais. Là. Fait que moi, c'est quand les filles ont 2-3 ans, là, je jasais avec eux autres, je jouais avec eux autres, tout ça. Puis là, l'amour, l'attention, les câlins, tout ça. Puis je voulais être là. C'est pour ça que j'ai fait des enfants plus tard un peu, c'était parce que je voulais être là. Puis moi, je m'étais toujours dit aussi, je vais être capable de leur offrir ce qu'il y a de mieux. En termes de maison, d'avoir une belle cour en arrière. Moi, c'est toujours été, pas une obsession, mais je me suis dit, mes enfants vont aller à l'école privée. Moi, j'ai fait les deux. Là. J'ai fait l'école privée. Mes parents sont privés pendant 2 ans ou 3 ans. J'étais à l'école privée, là, secondaire 1, 2, 3. Puis j'ai vu la différence avec le public. Puis je dis non, regarde un petit peu. Moi, là, si je peux me permettre d'envoyer mes filles à l'école privée, puis oui, ça coûte 6-7 000 chacune, mais je veux me le permettre. Fait que je voulais être en moyen financièrement aussi, avant, puis pas être trop serré pour pouvoir permettre à mes enfants, puis je le vois aujourd'hui, là, tous les amis, c'est des gens du privé, puis sont bien élevés, ils réussissent, ils font du parascolaire, ils font des parties chez nous. Tu vois là, qu'ils ont une belle influence. Parce que moi, mes parents, ils m'ont enseigné ça aussi. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je déménageais au Lac-Saint-Jean, à Alma, puis à 11 ans, Carl, il m'a amené dans un Woolco à l'époque, l'ancêtre des Walmart, puis il m'avait mis un canif dans ma poche, puis il dit, on s'en va. On a volé le canif. Ce canif gros de même, là. Mes parents l'ont su. Une affaire, je ne me suis plus jamais tenu avec Carl par la suite. Là. Ils m'ont inculqué ça. C'est que le cercle d'influence, particulièrement quand tu es un jeune adolescent, c'est hyper important. Fait que si tu tiens avec des mauvaises personnes, puis moi, j'ai vu l'énergie, puis les gens qui avaient des polyvalentes versus l'école privée, puis c'était un autre monde complètement. Là. Fait que, on est très influençable. Fait que moi, juste pour ça, là, au-delà de ce qu'ils enseignent, là, le cercle d'influence, là, je voulais que mes enfants y allent au privé. Fait que c'est pour ça que j'ai eu des enfants un peu plus tard. Fait que là, je suis père. J'ai des enfants, mais je suis souvent parti. Ça me pesait. J'y allais de plus en plus de reculons faire mes conférences. Je pensais à mes petites filles. Puis là, des fois, je partais 3-4 jours. Je prenais l'avion, j'allais au Nouveau-Brunswick. Des fois, j'allais faire des conférences sur des croisières. Je partais une semaine de temps. Puis là, ma femme m'appelait, puis elle était occupée, puis elle était dans le jus. Puis oui, j'avais une nounou à la maison qui l'aidait, mais je me sentais coupable. Fait que là, je dis, il faut que j'apprenne à vendre mon expertise puis à être plus là, physiquement présent pour mes enfants. Puis même au début, quand j'étais là, physiquement présent, souvent, ma tête n'était pas là. Fait que ça aussi, les enfants me disent, papa, t'es toujours dans ton bureau, papa, t'es toujours dans ton bureau. Fait que ça a été un challenge également aussi. OK, oui, je me suis fait en sorte d'être plus à la maison, mais c'est vrai que je suis tout le temps en train de faire mes affaires puis je passe pas assez de temps de qualité avec eux autres. Fait que c'est tout le temps un défi. C'est tout le temps un défi. Il n'y a pas de père parfait. Tu apprends avec le temps, tu apprends de tes erreurs, puis d'avoir des discussions avec ta conjointe, t'asseoir avec tes enfants, puis faire des ajustements. C'est ça, être père. Apprendre de ses erreurs, apprendre aussi à être au courant de ça. Je pense d'en parler, puis d'être ouvert d'esprit, puis de ne pas sauter à la conclusion. Ma fille, elle ne veut pas que je l'apprenne. Bon, mais OK, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pour pas qu'il y ait de manque de communication à ce niveau-là. J'aimerais ça, en les fait, enfants, des fois, là, les gens vont nous écouter. Là, des fois, ça peut être ingrat, les enfants. Des fois, là, ils vont dire, ouais, mais t'es toujours. Fait que là, des fois, on a fait des choses, nous, ma femme, des fois, là, tu sais, ils ne réalisent pas, les enfants, à quel point, des fois, ils sont bien. Okay? Fait qu'il faut que des fois, là, on reste à Fontainebleau, c'est un quartier extraordinaire, puis les gens, puis les autos, puis la piscine dans la cour, puis l'école privée. Puis là, on les emmène à Montréal. On les emmène à Montréal dans des quartiers, Chalaga, Maisonneuve, puis même Huntsville, des quartiers, là, puis là, on a regardé, regarde, lui, ça, c'est sa cour, là. Il y a un balcon, là, 4x6 en arrière, il y a des cordes à linge en arrière, puis regarde, il y a des déchets partout à terre, c'est sale, là. Lui, c'est sa vie. À tous les jours, il se lève, c'est ça, l'hiver, là, il faut qu'il se parque là-bas parce qu'il y a une montagne dans. Puis là, les vitres sont sales, ils mettent des rideaux. Puis là ils réalisent, oh, un petit peu, là, on a une belle vie, c'est bien ce qu'on fait. Puis, moi, une des choses que j'ai inculquées à mes enfants très jeunes, parce que je le pratique à tous les jours, c'est la gratitude.
Même une année, je les avais fait marquer toutes les choses pour lesquelles ils éprouvaient de la gratitude. Le nom de leurs grands-parents, leur chien, par exemple, le fait qu'ils ont une belle maison, une piscine, leurs jouets, on a un chalet, on peut faire du bateau. J'avais fait écrire toutes les affaires pour les choses qui étaient gratitude. Puis l'exercice était de lire ça avant de se coucher le soir. Dire merci pour toutes ces choses-là. Puis pas juste le dire, le ressentir. Et ça a fait une grosse différence, je dirais. Ça a fait une grosse différence les enfants. Ça fait des enfants qui sont moins untitled, comme ils disent en anglais, là. Des enfants qui prennent plus conscience du bonheur qu'ils ont. Fait que oui, ça aussi, c'est un rôle, je pense, qu'on a comme parents aussi, de faire réaliser à nos enfants qu'ils sont privilégiés, là, puis qu'il y a 90% et plus du monde qui aimeraient changer de place avec eux autres. Oui, parce qu'on a fait référence tantôt à la surcharge d'informations, les médias sociaux, comment est-ce que les personnes partagent les bons coups, les réussites, les Lamborghini, le beau côté des choses, mais à la fin de la journée, c'est pas la réalité. Puis même tes enfants, même ta réalité vient avec l'envers de la médaille. Je veux qu'on parle, parce qu'on a aussi une audience, c'est des pères, c'est des personnes qui vont potentiellement écouter ce podcast-là et être inspirés de se dire hey, j'aimerais ça, moi aussi, avoir une maison à Fontainebleau, j'aimerais ça que mes enfants aient au privé, et ainsi de suite. Puis qu'on parle un peu de ton expertise. Tu en as fait référence plusieurs fois. Tu as parlé d'un webinaire que tu allais donner qui va sûrement être déjà passé. Il va rouler en Evergreen, probablement. Super. Puis j'aimerais ça, en fait, que tu nous expliques en quoi ça consiste exactement, là, parce que tu as parlé, dans le fond, de montrer aux gens comment prendre leur pré-retraite, leur retraite à 50 ans en Floride, ainsi de suite. Explique-nous un peu quelles sont les étapes, là, si tu avais une bullet point là, pour s'y rendre. Moi, je suis rendu là dans ma vie. Je vais avoir 55 ans au moment où on fait cette entrevue-là, dans quelques dans moins de 2 mois. Là. Et je suis rendu là dans ma vie. C'est-à-dire que même tu arrives, tu as réalisé des choses, tout ça, tu dis OK, mon oncle André, je ne veux pas être émotif, là, il nous a quittés cette semaine. L'aide médicale à mourir, 75 ans. Toujours été en forme, c'est un modèle pour moi, c'est un entrepreneur, c'est un bon vivant, on faisait de la moto ensemble, la pêche, le golf, tout ça. Puis en dedans de 3 mois, il y a 3 mois, tout allait bien. Là, 3 mois, ils ont découvert un truc ici, ils ont enlevé ça. Métastase, cancer généralisé. Il est parti avec dignité, avec une attitude extraordinaire. Je l'adorais, mon oncle. Il a 75 ans. J'ai dit, moi, dans 20 ans, là, je vais avoir 75 ans. Fait que là, Mané, quand tu arrives, tu dépasses 50 ans, là, tu réalises que la vie est courte. C'est comme un rouleau de papier de toilette. Tu sais, au début, tu déroules, il n'y a rien qui se passe, mais à la fin, là, ça va vite. Là, c'est un peu comme ça. Fait que c'est une prise de conscience. J'ai travaillé fort toute ma vie. Puis c'est pas gagner plus d'argent à cette étape-ci de ma vie qui va me rendre plus heureux. Puis je comprends là, ceux qui ont 30, 35 ans, 40 ans, 40, tu bâtis de quoi. Mais à mon âge, souvent, les gens réalisent qu'il n'en reste pas tant que ça. Puis c'est le seul moment dans ta vie, entre 50 et 70 ans, où tu as à la fois la santé, tu as le temps puis tu as de l'argent. C'est la seule fois. Quand tu es jeune, tu as la santé, tu as du temps, tu n'as pas d'argent. Quand tu arrives là, tu as 30 à 50 ans, eh bien, il te manque du temps. Oui, tu as un peu d'argent, oui, tu as la santé, mais tu n'as pas de temps. Tu cours tout le temps à gauche puis à droite, la famille, les amis, la carrière, tout ça. Et quand tu es dépassé 70 ans, malheureusement, la santé lâche, puis pour certains, elle lâche plus rapidement que d'autres. Tu sais, moi, Mike Bossy, 65 ans, il est mort. Un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey. Guy Lafleur, il est mort à 70 ans. Hulk Hogan, il est mort à 71 ans. Moi, c'était des jeunesses, des idoles de jeunesse quand j'étais petit gars. Là. Fait que tu sais, tu le sais pas. Là. Après 70 ans, c'est un bonus, c'est encore la santé, puis ça va bien. Puis vous autres, vous aidez les gens à faire en sorte que ça va bien. Moi, il y a 2 ans, j'ai arrêté de boire complètement de l'alcool. Pourquoi? Parce que je veux non seulement vivre vieux, mais je veux vivre vieux en santé surtout. Okay? Fait que 50-70 ans, c'est la meilleure période de ta vie. Tu as la santé, tu as l'argent, tu as le temps. Fait qu'il faut que tu en profites. Puis moi, c'est ce que je dis aux gens. Profites-en. Tu peux prendre ta retraite tout de suite. Tu peux prendre une semi-retraite, comme je suis. Je suis en semi-retraite, je travaille 15-20 heures par semaine. J'ai un projet passion qui s'appelle Renaissance, où j'aide les gens. Tu sais, la retraite, c'est 90% psychologique. Souvent, les gens, là, quand on parle de retraite, des planificateurs financiers, tu dois mettre tant d'argent de côté, tu vas mourir à 95 ans, il y a un taux d'inflation de temps. Tu sais, ils parlent juste touc. Mais la retraite, c'est 90% psychologique, 10% financier. Oui, le 10% il est important, mais 90% est plus important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent de travailler, là, sont en perte totale de sens. Perte de structure. Ils ne savent pas quoi faire de leur journée. Ils n'ont pas de raison pour se lever le matin. Ils perdent le social. Leurs amis, c'était des gens qui étaient au travail. Au niveau physique, le physique s'en va. On n'a pas la même capacité physique qu'on avait quand on était plus jeune. Fait que tout ça, là, c'est un énorme chamboulement. Et là, il arrive un temps où ce que tu dis, je veux ralentir ou je veux arrêter complètement.
comment que je passe la dernière partie de ma vie, être le plus heureux possible. Fait que là, oui, je fais un webinaire sur comment prendre sa retraite en Floride, puis je parle du Mexique, puis je parle des autres places également. Là, c'est juste que la Floride, c'est le choix populaire des Québécois pour un paquet de raisons dont je parle dans le webinaire. Là, il y a des gens qui sont offusqués. Voyons donc, les tensions politiques, aller en Floride, ça n'a pas de bon sens. Hey, on a une vie à vivre, là. Il y en a qui lui restent là, 10 ans, il y en a qui lui restent 15 ans. Ils peuvent-tu la passer où ils veulent, s'il vous plaît, là, puis passer outre le fait qu'il y a quelqu'un qui est là temporairement qu'on n'aime pas, là. C'est notre vie, on a juste une vie à vivre, là. Profitons-en. Tu sais, quand tu demandes aux gens c'est quoi leur saison préférée, tout le monde nomme l'été ou presque. Pourquoi? Parce que tu es en plein air, tu es dehors, il y a du soleil, de la lumière, tu as une vie sociale. Moi, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, Patrick, moi, je viens de Marseille, puis nous autres, à Marseille, on est plus vivants, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps dehors, puis on parle à nos voisins. Les gens qui vivent en Scandinavie, ils sont tout le temps enfermés dans leur maison, même ici, fait qu'on parle pas au monde, on est moins social. Dire, on a une seule vie à vivre, il faut en profiter maintenant. Fait que moi, je dis aux gens, c'est possible de le faire. Il y a des alternatives qui coûtent moins cher que d'autres, fait que c'est ce que je parle dans le webinaire. Moi, dans le fond, je parle de ce que je vis. Donc, je fais des recherches sur ce que j'ai besoin dans ma vie présentement et je parle de ça, puis ça l'intéresse le monde. Et l'intérêt, il est majeur, là. Il y a beaucoup de gens là, qui sont comme moi, là, puis sont tannés. Là. Ils n'ont plus de passion nécessairement à faire ce qu'ils font parce que c'est pas tout le monde qui gagne leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Là. Et ils ont donné. Puis là, ils disent, OK, moi, je suis pas obligé d'attendre à 65 ans pour prendre ma retraite. Là. Je peux attendre avant, je peux en prendre avant, piger dans mes économies, vendre ma grosse maison, en acheter une plus petite, par exemple, prendre la différence, puis utiliser cet argent-là avant que j'aie ma pleine pension pour profiter de la vie. Fait que j'aide les gens à faire justement un changement qui va leur donner plus de sens, plus de plaisir, puis plus de liberté pour la dernière partie de leur vie. C'est magnifique, puis c'est sûr que je vais inviter toutes les personnes qui vont nous écouter, qui sont peut-être rendues à cette phase de leur vie, d'aller écouter ton webinaire. On parlera un peu tantôt de où aller retrouver ces informations-là, te suivre, ainsi de suite. Sans nécessairement commencer à parler de tous les trucs et des conseils, il y a clairement des personnes qui vont peut-être nous écouter puis qui vont avoir comme des bloquants, des croyances limitantes qu'on appelle souvent dans le domaine du développement personnel. Quelles sont potentiellement les croyances limitantes que certains individus arrivés à ce point dans leur vie pourraient avoir qui les empêcheraient peut-être d'être ouverts à des nouvelles possibilités? L'argent, c'est le numéro 1, je te dirais. La peur de manquer d'argent avant de mourir, c'est souvent un des premiers blocages qui dit « J'aimerais ça prendre ma retraite, me tirer, mais je vais peut-être manquer d'argent. » Puis les conseillers financiers sont très bons là-dedans. Ils disent « Tu vas mourir à 80 ans. » Ils font des prédictions comme si c'était pour mourir à 95 ans. La réalité, là, c'est que les chances d'arriver à 95 ans sont assez faibles. Et ça se peut. Mais les autres, ils disent de mettre un maximum d'argent, puis ils font des projections sur 95 ans, puis ils mettent un bon taux d'inflation, puis ils mettent un petit rendement. Ils vont te donner 4 de rendement, alors que la bourse a fait du 20-25 dans la dernière année. Je sais que c'est exceptionnel, là, mais fait que tout ça mis ensemble, c'est que la plupart des gens, ils disent c'est impossible, je ne peux pas m'en aller tout de suite. Là. Si je veux arriver à avoir autant d'argent jusqu'à 95 ans, ben, il faut que je travaille jusqu'à 65 ans. Fait que là, c'est un gros blocage. Voici une statistique qui va te jeter à terre. 84 des gens, quand ils meurent, ont plus d'argent qu'au moment où ils ont pris leur retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'auraient pas à prendre avant. C'est qu'ils se sont privés d'avoir une belle vie comme ils veulent, peut-être au soleil ou peu importe, parce qu'ils avaient peur d'en manquer. Mais la réalité, moi, quand je parle à des retraités, là, ils ont plus d'argent que quand ils ont pris leur retraite. Tu sais, quand tu as économisé toute ta vie, là, c'est une chose que je parle dans ma formation, il faut que tu apprennes à dépenser. Puis il y a bien des gens qui ne sont pas capables. Les parents là, sont frugaux, là, ça n'a pas d'idée. Là. Ils passent, eux autres, l'hiver en Floride, là, puis ça leur coûte entre 10 et 12 000 à deux pour passer 6 mois en Floride. Ils ne vont jamais au restaurant. Tu sais, quand tu as une mentalité que toute ta vie, tu as économisé, quand vient le temps de dépenser, là, un petit peu, là, c'est pas évident, il faut que tu apprennes à te gâter aussi. Puis souvent, la période où tu vas te gâter le plus, c'est avant que tu aies 70 ans, justement. Là, tu peux faire des voyages, aller partout. Après ça, tu n'as plus l'énergie, ça ne te tente plus, là, des décalages horaires, les avions, coucher dans les hôtels, tout ça. Fait que, tu sais, il y a un mindset, il y a une philosophie qu'il faut que tu amènes, justement, pour avoir une belle dernière période de vie. Puis ça, là, quand on est responsable de ça, puis on le mérite. On a travaillé fort toute notre vie. Puis il ne faut pas laisser personne nous empêcher de faire ce qu'on veut quand on dépasse 50, 55 ans, 60 ans. Je vais dérouter un peu avant qu'on passe à la dernière section du podcast. On entend souvent, en fait, des entrepreneurs à succès qui ont tellement eu d'argent à travers leur vie, et ainsi de suite. Ces personnes-là, certaines personnes ne veulent pas léguer un héritage financier à leurs enfants. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Premièrement, je vais te parler de ces gens-là là, qu'on idolâtre, des successful entrepreneurs là, qu'on met partout sur les médias sociaux. Là, je trouve ça tellement désolant parce qu'on montre juste un aspect de ces gens-là.
on parle de l'aspect financier puis de toutes les possessions puis les réussites financières, mais le flip side, c'est que souvent, ces gens-là ont des vies médiocres. Ils ont eu des divorces. Les enfants ne leur parlent même pas. Tu sais, on parle, comment il s'appelle le président de Tesla, Elon Musk, tout ça. Il y a 12 enfants, je pense, puis il y en a eu du gros qui sont en guerre avec lui. Souvent, la santé physique n'est pas là. Ils n'ont pas de vrais amis. Je veux dire, le succès, c'est bien plus que le succès professionnel et financier. Puis souvent, on idolâtre ces gens-là, mais si on regarde de l'autre côté, là, personne ne voudrait changer sa vie avec ces gens-là. Fait que ça, je trouve ça triste, dommage, même c'est dommageable que d'être inspiré. Puis je vois les jeunes là, qui se font prendre en photo avec le Lamborghini, qui ont même pas payé, là, puis qui vont louer, puis ils vont se faire prendre d'un avion, un jet privé pour flasher. Moi, j'en reviens pas, là, c'est comme, je trouve ça, c'est d'une tristesse absolue. Fait que ça c'est la première chose que je voulais parler. La deuxième partie de ta question, c'était? Ben, c'est de savoir, en fait, si toi, c'est quoi ton opinion un peu sur léguer un avion, léguer à ses enfants de l'argent? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est là, j'ai eu une discussion justement avec un jeune entrepreneur qui a 30 ans, avec qui j'ai une relation d'affaires, disons-le, puis qui me disait ça là, dans son discours, puis je l'entendais, puis je m'entendais à même âge. Je veux laisser un héritage à mes enfants, je veux être capable de faire. Si tu laisses trop à tes enfants, si tu donnes trop à tes enfants, qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Si la personne qui était devenue Caleb, la personne que je suis devenu, on l'est devenu à cause de l'adversité qu'on a dû passer. Fait que quand tu as le golden spoon, là, puis tu donnes la cuillère dorée, puis tout le temps, puis tout ce que ton enfant veut, puis où il veut, tu lui donnes, puis sans effort, puis sans sacrifice, puis sans discipline, mais ça ne crée pas les éléments que tu as besoin pour réussir plus tard. Fait que oui, on veut donner, mais il y a un livre très populaire aux États-Unis présentement qui s'appelle Die with Zero. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Meurs avec zéro. Ce n'est pas juste zéro argent, c'est zéro regret également. Et moi, vous avez une vie, vous allez en profiter. Puis moi, ce que je dis à mes enfants, c'est qu'attendez-vous pas un héritage. De toute façon, là, si jamais j'ai l'intention de mourir vieux, puis vous allez être très vieux, vous n'aurez plus besoin de mon argent. C'est souvent le cas. Hein? Les gens, tu meurs à 85 ans aujourd'hui, tes enfants, là, ils ont 60 ans, ils n'ont plus besoin d'argent, 60 ans, là, on s'entend. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, là, je travaille fort, puis je veux léguer de l'argent à mes enfants. » Non, tes enfants, ils vont faire leur chemin. Puis ils ont besoin de bâtir des qualités qu'ils n'auront pas si tu leur donnes tout, puis si tu leur lègues tout gratuit dans la bouche. Fait qu'il fallait travailler. Le travail, c'est hyper important. Fait que c'est un peu ça, mon opinion. Oui, j'ai l'intention, évidemment, d'en donner à mes enfants, mais j'ai l'intention surtout de profiter de l'argent que j'ai gagné toute ma vie parce qu'il y a des qualités qui ont besoin de développer par elles-mêmes pour devenir les personnes que je sais qu'ils vont devenir si elles ont ces qualités-là. Mais si je leur donne tout que dans, tu sais, des spoiled kids, là, quand ils ont tout, là, ça fait pas des bons enfants dans le futur, ça. Souvent, tu sais, je pense à mes propres parents, qu'eux autres, c'était ça, là, ils vont vivre juste pour léguer quelque chose à leurs enfants, puis même aujourd'hui, je le dis, écoute, je veux pas que tu m'en donnes, je veux que tu en profites. Parce que voyager, ben oui. Exactement. Puis à l'âge de, je m'en rappelle, là, j'étais allé au Eastside Mario's à la veille de ma fête, le 27 avril, porter mon CV parce que je l'ai commencé à travailler à 14 ans. Pourquoi? Parce que je voulais me permettre d'avoir un scooter pour aller voir mes amis. Je voulais me permettre de pouvoir avoir peu importe c'est quoi. Mais si je l'avais eu, mon scooter, là, à 14 ans, j'aurais pas dû travailler aussi fort. J'aurais pas dû développer les traits de caractère, les traits de personnalité, rencontrer toutes les embûches que j'ai dû rencontrer. Puis je crois, il ne faut pas non plus les forcer à rencontrer des adversités, mais qu'ils soient au courant que ça va leur permettre d'aller plus loin. Plus tard. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent comme boss girl dans les restaurants. Les fins de semaine, les soirs. Puis là, la plus vieille, elle commence à être serveuse aussi. Là. Puis regarde, honnêtement, il n'y avait pas besoin de travailler. On aurait pu leur donner tout ce qu'ils voulaient, donner de l'argent de poche, mais on voulait faire ça. Puis c'est nous autres qu'on pénalise comme parents là, d'aller chercher ma fille à 1h30 du matin le samedi soir là, parce qu'elle finit de travailler. Là. Hey, moi, je m'endors pour que Puis ça, là, c'est ça qu'on enseigne comme parents. C'est comme le travail, apprendre c'est quoi une équipe, d'avoir des boss que tu n'aimes pas, des fois, des conflits, un horaire, de dire non à un party d'amis parce qu'il faut que tu travailles. Ça, là, c'est hyper important de développer ça quand ils sont jeunes. Fait que nos filles, Kim, elle avait 13 ans quand elle a commencé. Jade avait 14 ans, puis ils travaillent depuis ce temps-là, puis c'est des bonnes filles. Puis ils ont mis de l'argent de côté. Là, je pense que je ne devrais pas le dire, je pense qu'ils ont comme 10 000 $ chacune qui ont mis de côté. Ça, c'est une autre affaire. Comme parents, là, il faut qu'on dise à nos enfants, puis c'est ce qu'on a fait nous autres, c'est que quand tu gagnes de l'argent, là, il y en a 50 % que c'est tout de suite dans ton compte de banque. L'autre 50 % tu peux t'amuser, tu peux jouer avec, là, mais c'est minimum 50 % de tout ce que tu as gagné, tu vas pour l'économiser. Puis mes filles,
je pense, on a réussi à leur inculquer ça, puis ils ne sont pas super dépensières. Puis ça, j'aime bien ça. Puis ils vont avoir un cash down pour mettre sur une maison plus jeune que la moyenne des gens à cause de ça. Là, on attend qu'ils aient 18 ans pour faire des investissements. Ça aussi, c'est notre rôle. Hein? Surtout un père. Les mères, des fois, sont moins finances que les pères, là, mais c'est un peu notre rôle que de les éduquer financièrement également, puis de les aider. Tu sais, tu le sais, là, tu suis des planificateurs financiers, là, si tu commençais à mettre de l'argent à l'âge de 18 ans, un petit montant, tu ne touches pas les intérêts composés, tu deviens millionnaire, c'est pas trop long. Alors que si tu commences à investir à 40, 45 ans, ben, tu vas mettre 4 fois plus puis tu ne seras pas aussi riche rendu à 65 ans. Fait que ça, c'est notre rôle. Moi, j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un qui m'enseigne ça. C'est jeune, mais ça, c'est notre rôle de le faire, je pense. C'est difficile pour eux autres. Moi, je m'en rappelle, j'en voulais à ma mère. Je disais, hey, donne-moi de l'argent, je veux être capable d'aller dépenser, mais ça m'a forcé. Là, aujourd'hui, ben, j'ai la capacité de pouvoir faire des affaires que je n'aurais pas pu si je n'avais pas développé autant, comme je le disais tantôt, les traits de caractère, mais la capacité à comprendre que l'argent, ben, il va finir par travailler pour toi si tu la mets à la bonne place. Passons à la dernière étape, en fait, du podcast. J'ai quelques petites questions, en fait, pour toi. Pas nécessairement un 3 mots, là. Mais j'en sais qu'on passe à travers chacune d'entre elles. Quels sont les plus grands défis, en fait, que tu as rencontrés? Ben, on en a parlé, mais quels sont les défis que tu as rencontrés en devenant père que tu n'as peut-être pas imaginé que tu allais rencontrer? J'étais quand même prêt, j'étais bien préparé, je m'étais beaucoup informé sur c'était quoi être père. Regarde, moi, j'ai choisi la conjointe parfaite, là. J'ai pas passé autant de temps avec mes enfants que ma femme l'a passé, évidemment. Fait un défi pour moi, je l'ai mentionné dans l'entrevue aujourd'hui, c'était de passer plus de temps. Puis un deuxième défi, ben, c'est de passer aussi du temps de qualité. Ça, c'est un défi aussi. Les filles sont plus attirées vers leur mère, évidemment, puis ils se maquillent, puis ils font plein d'affaires de filles, puis ils font moi, j'aime pas la cuisine, ils font de la cuisine avec leur maman, fait que c'est certain. Moi, des fois, je me dis, j'aurais aimé ça quand même avoir un gars pour faire des, moi, je suis vraiment, je joue au hockey, je fais du golf, je fais du tennis, je fais de la moto, je fais toutes des affaires de gars. Ça n'intéresse pas mes filles. Ben, regarde, je ne peux pas les forcer avec ça. Là. J'ai essayé, mais c'est pas en dedans des autres, ça. Fait que oui, c'était un défi pour moi, mais je suis très content d'avoir des filles parce que les filles, c'est beaucoup plus calme. Moi, j'ai des amis qui ont des petits gars. Là. Des fois, je me dis, oh boy, je suis content d'avoir des filles. Ça brise, ça fonce partout, c'est rough. Ben, j'aurais quand même aimé ça avoir un petit gars, mais c'est pas grave, je suis tellement content d'avoir deux petites filles. Fait que oui, c'était un défi. Ça continue de l'être. Regarde, on n'est pas parfait. Là. C'est comme j'ai fait avec ma fille, là, on va se donner des dates pour passer un petit 2 heures ensemble, un à un, sans distraction. Pas juste se demander comment a été ta journée sur le coin d'une table, là, mais juste un à un comme ça. Fait que oui, c'est encore un défi, je te dirais même. Super. Puis quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne, au Patrick, que tu étais avant de devenir père, face à ton rôle de père, qui t'aurait peut-être aidé? Là? Vas-y, c'est la plus belle chose qui va t'arriver. T'hésites, t'as peur, tu sais pas, t'as des craintes, ça change ta vie, là, ça t'enlève, surtout pour quelqu'un comme moi qui aime la liberté, mais c'est la plus belle chose. Comment, ça c'est une question existentielle que je pose souvent à mes clients lorsqu'ils sont comme dans des creux de vague, des cercles vicieux, ils manquent de motivation, et ainsi de suite. Parce qu'on est souvent pris dans le micro du jour à jour, manquer de temps, manquer d'énergie, et ainsi de suite. Puis je le rapporte à take a step back, think outside the box, parce qu'il faut cette question-là. Comment est-ce que tu aimerais ça que tes filles se souviennent de toi après ton départ, après ta mort? Une bonne question. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur ta pierre tombale? Je pense que ma réponse, ça devrait être la réponse de tout le monde, c'est que c'est un modèle. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est la meilleure preuve de leadership que vous pouvez avoir dans la vie. C'est que mon père ou ma mère, c'est un modèle pour moi. C'est que ses valeurs, ce qu'il faisait, il faisait ce qu'il disait, puis moi, j'aspire à ça. Fait que dans le fond, là, tu vas me demander c'est quoi les valeurs les plus importantes pour toi. C'est un peu ça, dans le fond. Là. De faire ce que tu veux faire, de ne pas se laisser épiler sur la tête. Moi, c'est la liberté, l'amour, la générosité, l'attention, le travail, la discipline, la persévérance. De faire ce que tu as le goût de faire, puis de ne pas écouter l'opinion des autres, de ne pas se laisser influencer selon l'opinion des autres, de ne pas s'en faire pour rien, d'avoir une attitude positive, exemplaire. C'est pas ce qui t'arrive qui est important, c'est comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive, d'être de bonne humeur. Moi, j'écoute jamais une nouvelle négative. C'est des trucs que je veux laisser à mes enfants. Fait qu'un jour, pas pleurer. Ben, ils pourront dire, regarde, mon père, c'est un modèle.
C'est sûr que je les ai eu tard, fait que c'est correct. Puis je trouve ça beau, en fait, de te voir, Pat, de cette manière-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages souvent, mais Non. la mission, en fait, des Superlads, c'est de changer le monde un peu à la fois. Puis je pense que ça passe par le fait de se poser les bonnes questions. Des questions que des fois, quand on est comme dans le flux de notre quotidien, qu'on surfe la vague puis qu'on prend pour acquis jusqu'à temps qu'il y ait du jour au lendemain. Mon père n'est pas décédé d'une complication de mauvaise santé, de comorbidité, ainsi de suite. Ça a été un cancer qui, malheureusement, 6 mois plus tard, c'est fini. À ce moment-là, il voulait rattraper le temps perdu, mais ça faisait 15-16 ans que s'il y avait eu cet éveil-là, s'il y avait eu je suis dans le fond du baril, je fais quelque chose. Dernière question. C'est ça que ça sert ton podcast, c'est de peut-être faire éveiller des consciences. Bravo, félicitations. Merci. Dernière question, quelle est ta définition d'un Superdad? Superdad, c'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui veut le mieux pour ses enfants, quitte à être dur des fois. Tu le fais parce que tu sais que c'est pour son bien. Un Superdad, c'est pas quelqu'un qui dit oui à tout, je pense. C'est quelqu'un qui est capable d'instaurer une certaine discipline, rigueur, qui va faire en sorte que la personne va être autonome éventuellement puis qu'elle aura besoin de toi. Merci beaucoup, Pat, du temps que tu nous as accordé, de ta transparence, ta vulnérabilité. Je pense que c'est beau chez l'homme de démontrer nos émotions. Pendant trop longtemps, je ne les ai pas démontrées, puis ça m'a apporté beaucoup de répercussions, mais c'est tout à ton honneur. Dernièrement, avant qu'on se quitte, on parlait tantôt un peu là, de tes projets. Si une personne a de l'intérêt, en fait, en apprendre davantage sur toi, ce que tu fais, apprendre, en fait, à potentiellement avoir une vie qui ressemble à la tienne, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Patrick Leroux, vous cliquez mon nom, vous allez voir, là, il y a un background. Il y a beaucoup de gens qui volent mes photos, malheureusement, là, mais vous allez voir, je pense que j'ai 270 000 personnes qui me suivent sur ma page Facebook professionnelle, page Facebook personnelle. Faites-moi une demande d'amitié. Je suis sur Instagram, TikTok, LinkedIn, X, Twitter. Je suis partout là, sur YouTube. Cliquez mon nom tout simplement, suivez-moi. Et j'offre régulièrement, gratuitement, des guides PDF, des outils, des webinaires. Et à ce moment-là, vous avez juste à cliquer. Vous allez faire partie de mon infolette. J'envoie une infolette depuis 25-26 ans, tous les semaines, où je donne des conseils gratuits. Là, je donne des conseils sur justement les gens qui veulent avoir une deuxième vie, je te dirais, parce que c'est pas la fin. Quand on arrête de travailler, là, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, si les gens veulent commencer à préparer un peu leur deuxième vie, ben, je donne des conseils gratuits. Fait que juste cliquez Patrick Leroux, allez tout de suite sur vos médias sociaux, puis likez-moi, puis vous allez voir popper d'informations positives là, dans votre fil d'actualité régulièrement. Merci une fois de plus, Pat, du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Très apprécié.